Voilà, eh bien, bonjour à vous tous. Je suis Arnaud Fleury et je suis ravi d'être en votre compagnie pour animer ce premier webinaire du UPS Women Exporters Programme, qui est donc lancé en France. Ce programme, qui sera composé de 5 webinaires tout au long de l'année 2022, sera l'occasion pour de très nombreux intervenants, de véritables experts, mais aussi pour des témoins qui se sont lancés dans la création d'entreprises, de partager des informations très utiles aux femmes qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi à toutes celles qui se sont déjà établies. Alors, quelle est la vocation de ce programme? On va le rappeler. Aujourd'hui, dans le monde, 30% des entrepreneurs seulement sont des femmes, même si le chiffre est en forte progression, et 80% des femmes entrepreneurs sont à la recherche de soutien et d'accompagnement. Et il semblerait que les femmes aient tendance à moins entreprendre car elles font face à davantage de difficultés financières, mais aussi d'accès aux ressources et aux réseaux, sans compter les biais culturels. Alors, comment y remédier? Est-ce que concrètement, ce que doivent savoir les femmes, notamment pour se lancer, à travers quelles étapes? Eh bien, on aura un programme riche aujourd'hui pour cette première édition. D'abord, nous aurons direction Bercy, le ministère de l'économie, avec Céline Brunet, où nous verrons un peu les grandes formalités à connaître et puis quel est le soutien aujourd'hui par l'État et comment on peut sécuriser par la loi le parcours des entrepreneurs. Ensuite, nous aurons Ali Bentaïba, qui est un vieux routier, il me pardonnera l'expression, qui est un vieux routier de la création d'entreprises à la CCI Paris-Île-de-France. On verra les différentes étapes à bien connaître jusqu'au business plan, le plan de financement, les différentes études de marché qu'il faut faire pour donc être 100% positif sur son projet. Ensuite, nous aurons le témoignage de deux femmes, Marie-Laure Idé, qui est responsable du club Alumni pour l'association Les Déterminés. Vous savez, c'est l'association aujourd'hui très connue qui a été montée par l'entrepreneur dans la logistique et la télécom, Moussa Camara, et qui est véritablement un gros programme de soutien sur l'initiative de créer donc son entreprise et qui notamment a des programmes de soutien gratuit. Et Marie-Laure Idé, donc, est responsable du club Alumni, des anciens en quelque sorte de l'association Les Déterminés, qui sera en notre compagnie. Elle sera avec Bénédicte Gaury, qui a franchi le pas. Elle travaillait dans le luxe, dans une grande entreprise. Elle a choisi de monter sa société, le jardin et la recette. Vous verrez, c'est tout à fait intéressant comment, à travers des plantes comestibles un peu oubliées, qu'elle va faire sécher, à travers donc dans une logique d'avoir un atelier, etc. Via Internet, via une plateforme, comment elle pourra promouvoir ces plantes, etc., et tous ceux qui les cultivent dans les potagers et avoir évidemment donc la possibilité de les vendre sur Internet. Voilà, très très bon webinaire à vous tous. Donc ce premier des webinaires du UPS Women Exporters Programme. Je suis avec Rob Burrows que je vois. Bonjour Rob, président directeur général d'UPS. Je vais vous passer la parole dans quelques instants avec une seule question peut-être pour vous lancer. Expliquez-nous pour quelles raisons fondamentalement UPS souhaite s'engager auprès des femmes entrepreneurs. Bonjour Rob. Bonjour, Anu, and thank you all for joining me this morning. Joining us this morning. I would like to first just apologise to all of our participants and all of our guests for my opening remarks being in English. Although I've been here in France for some time and I love the country dearly, when I speak French, I normally have to have subtitles in French underneath as well, just so people can understand me. So I will speak in English, but I think it will be accompanied with French text on the screen. I'd like to thank Arnaud and Celine and Ali and Mary Law and Benedict and all of our participants today for joining us. It's a real pleasure to welcome you to the first webinar to launch our Women Exporters Programme here in France, dedicated to supporting women entrepreneurs and their businesses reach their full potential. As one of the major logistics providers, operators, UPS assists on a daily basis thousands of small, medium and large enterprises and entrepreneurs lead their business into the international arena and develop their businesses internationally. We support companies small and large, established and new, to connect faster with their customers and deliver more of what matters.
Delivering what matters has always been something that is incredibly important to UPS. In France, we have more than 30% of all of our businesses and associations associated with the term entrepreneur. We see many successes leading to a very strong and vibrant business community. The small business segment of our customer base is incredibly important to us, but we also understand that in the early stages of their ventures, sometimes exporting can be a challenge. However, some of the struggles that women entrepreneurs face still remain, and they're probably in some ways greater. These obstacles affect the entrepreneur ecosystem and create additional challenges for women stepping into businesses for the first time. With the UPS Exporter Program is committing our resources and industry know-how to try and empower women like all of you and others out there are not on the call today, providing necessary skills to build a successful business and develop valuable business connections. The idea of this webinar will be for us to be able to give you information that hopefully will be useful in the future, both on UPS services, but also on customs procedures, export procedures, commerce, and so on, but also to act as a network and as a forum for you to connect outside of the webinars and outside of the forum and grow your business connections. At UPS, we strongly believe in supporting economic growth. Our experts, along with our partners, are dedicated to offering you the tools, information and networks that will help you overcome some of those challenges. Since the program came about, and the program is currently up and running in the US, in Latin America, in parts of Africa, and also in parts of in Eastern Europe, the program has in fact trained and supported and assisted over 17,000 female entrepreneurs, which we're very, very proud of, and we feel is something that is really sustainable as we move forward here within France and within a very vibrant entrepreneurial market. This contributes to promote international growth of women-owned businesses and women-led businesses through exporting. But it also creates more opportunities for women entrepreneurs to achieve economic equality. You know, UPS has always been about diversity. It's always been about furthering as much as we can all members of society, all areas of society, and all businesses, and we believe the Women Exporters Program assists us in doing that. Today, this webinar will hopefully provide you room to give perspective on the latest economic trends. It will talk about growth opportunities while being a platform between private and public stakeholders to support and guide women entrepreneurs through their journey. It isn't just one webinar, there will be a sequence of events that will come in future months. I would obviously, as I said, like to thank all of our partners for your participation today. It is about connecting people. It is about the partners and our partners taking active roles in what we're trying to achieve here, because I believe we're all trying to achieve the same things. And I believe that if we're successful, we will achieve a more positive environment for female entrepreneurs in France to continue to contribute in the dramatically important way that they do to the overall economy. So I'm gonna really hand back to Anu to lead you through the events of today. It's really, I say, a great pleasure to have you all join us. We hope that this program will continue to build momentum as we roll it out throughout France. We believe it brings significant value, and we would like to, hope and expect that France will be able to contribute significantly more to those 17,000 participants that have already taken place. Thank you very much, as I say, for joining us. I'm going to hang around for a few minutes, but then I do have to drop off. It's my first day back from vacation today. I'll move back to you, Manuela. Enjoy the rest of the webinar, and thank you for the opportunity to open this morning. Thank you. Ok, parfait. Merci d'être en notre compagnie donc pour ce petit mot d'introduction de Rob Burrows, donc président directeur général d'UPS France. J'en profite pour dire que vous pouvez poser tout au long du webinaire vos questions. On tâchera à la fin, à travers une session dédiée, d'y répondre avec nos experts et nos témoins, donc une dizaine de minutes à la fin de ce webinaire. Merci à vous tous. Nous allons démarrer avec Cécile Brunet, donc je le disais, à Bercy, que je vais appeler
appelée à se brancher. Cécile Brunet. Bonjour Cécile, directrice de projet entrepreneuriat et développement des entreprises à la DGE, la Direction générale des entreprises, donc à Bercy. Merci d'être en notre compagnie pour qu'on sache un peu ce qu'il faut savoir, évidemment, avant de se lancer, notamment en termes de formalité et de sécurisation du parcours des entrepreneurs. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Et Bon, vous? parfait. 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 Merci Céline. Allez, on va passer, je crois, on va tout de suite mettre le premier slide parce que c'est assez intéressant, faire un petit point un peu sur ce qu'on peut dire aujourd'hui de la création d'entreprises dans notre pays. Eh ben, on était presque au million en 2021. Presque au million, c'était une sacrée performance dans le contexte évidemment post-Covid. Bon voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir rapidement sur un peu quelques grandes tendances sur la création d'entreprises, Céline? Comme vous l'avez dit, donc on était presque au million en 2021, en hausse de 17% par rapport à 2020, qui était également une année où il y a eu une hausse des créations d'entreprises, plus 4%. Donc en fait, on a eu 2 années, la Covid, complètement incroyables d'un point de vue économique, mais pas seulement. Et dans lesquelles la dynamique de création d'entreprise s'est maintenue, avec plutôt une tendance marquée sur la création de sociétés. On n'a pas uniquement une augmentation du nombre de créations de micro-entreprises qui peut-être parfois sont là pour créer un revenu individuel à la place, en remplacement du salariat, par exemple. Non, c'est pas que ça. On a une dynamique également très importante dans tous les secteurs, plus de 25% dans les transports et l'entreposage, mais également sur les activités spécialisées, scientifiques et techniques, et bien entendu, avant tout, une très très forte dynamique sur la création d'entreprises pour les services aux ménages. On a un profil des créateurs d'entreprises individuelles, donc là vraiment les entreprises individuelles en 2021, qui est qu'on a un entrepreneur individuel qui a en moyenne 35 ans, c'est une moyenne, et donc 41% sont des femmes. Donc c'est un petit peu plus important que la moyenne nationale en matière de création d'entreprises, où les femmes dirigeantes en fait représentent 34% des dirigeants d'entreprise, mais j'y reviendrai ensuite. C'est ça. C'est ce qu'on s'était dit, effectivement. Ça, c'est assez encourageant quand même d'arriver aujourd'hui à plus de 40%. Bon, reste évidemment à avoir le plafond des 50%, de passer les 50%. Alors, le slide suivant, je crois que vous nous avez mis un peu là les quelques formalités. Alors, on ne rentrera pas trop dans le détail parce qu'on n'aura pas l'occasion, le temps malheureusement. Mais les grandes formalités, voilà, si on peut voir les slides et puis un peu les sites, voilà, les sites officiels notamment qu'on peut actionner, quoi. Oui, peut-être. Et pardon, je voulais revenir juste sur quelques chiffres qui n'étaient pas sur le slide précédent, mais quand même, je voulais indiquer qu'en 2019, quand on parle de taux de pérennité, c'est-à-dire d'entreprises qui certes sont créées, mais qui survivent, en 2019, les entreprises qui avaient été créées 5 ans avant, eh bien, parmi elles, 61% étaient encore là. Voilà, pour avoir en tête, grosso modo, un petit peu moins de 2/3 des entreprises survivent à 5 ans. Ce qui est plutôt un bon chiffre d'ailleurs, mais même si on peut évidemment l'améliorer, mais ce qui est plutôt un bon chiffre et plutôt oui, en et hausse. puis c'est normal aussi qu'il y en ait certaines qui Exactement. s'arrêtent. Voilà, c'est Exactement. pas. Mais c'est pour avoir quand même cet ordre d'idée, et cet taux de survie il est plus important pour les structures qui sont des sociétés et non des entreprises individuelles. Et enfin, en dernier chiffre, je voudrais dire que 36% de ces sociétés emploient au moins un salarié. Alors, voilà. Merci à vous. Alors, les démarches, très rapidement, on ne va pas tout citer, on peut le lire, évidemment. Non, et puis, en plus, ce qu'il faut savoir, les sites, etc., qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant? Alors, de toute façon, les intervenants suivants seront encore plus précis, mais bon, en gros, quand on veut créer sa boîte, il y a d'abord le stade de l'idée, ensuite la préparation de la création, donc où là, on se demande quelle forme juridique on va prendre, chercher des financements, etc. Vraiment passer dans le concret un petit peu des démarches, et ensuite, on lance sa boîte. Ce que je veux rappeler ici, c'est qu'il y a des ressources publiques qui sont très importantes pour avoir des réponses à ces questions. D'abord, il y a le site entreprendre-servicepublic.fr sur lequel vous allez avoir une mine d'informations fournie par l'administration sur le sujet de la création d'entreprise. Donc, n'hésitez pas pour toutes vos questions
allez-y. Ensuite, il y a plus précisément le sujet des formalisés. Donc là, c'est quand on passe à l'acte. Et donc là, on a un site qui s'appelle formalitéentreprise.gouv.fr et plus précisément également, si vous avez des questions fiscales ou sociales, ce qui ne manquera pas d'arriver, le portail pro.gouv.fr et enfin, place des entreprises, donc là où vous pouvez avoir un dialogue avec l'administration sur les démarches à faire. Il s'agit d'une start-up d'État et qui doit permettre aux usagers entrepreneurs de pouvoir poser leurs questions et d'avoir une réponse de l'administration. Et enfin, ce que je voudrais dire également, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais une entreprise qui est accompagnée présente un taux de pérennité, on y revient, beaucoup plus important. Donc, il y a énormément de réseaux, le BGE, Initiative France, l'ADI, je ne les citerai pas tous. Vous avez également les CCI et les CMA. N'hésitez pas, faites-vous accompagner, vous verrez, c'est hyper important dans la démarche. Et de la même façon, à un moment ou à un autre, vous pouvez rencontrer des difficultés. Également, il y a des réseaux qui sont spécialisés sur ces étapes-là qui sont inhérentes à la création d'entreprises. Vous avez notamment des informations sur le portail du Rebond qui pourront vous orienter. Voilà. Bon, parfait. Allez, on va voir le slide suivant parce que la grande affaire en création d'entreprise aujourd'hui et en sécurisation, ça a été la nouvelle loi de 2022, la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante qui véritablement peut sécuriser aujourd'hui le statut d'entrepreneur. Il y avait un peu des trous. Aujourd'hui, les choses se sont beaucoup améliorées. Voilà, on voit un peu les axes qui ont concouru un peu à cette loi. Oui, tout à fait. Alors cette loi qui est toute récente, qui est entrée en vigueur en 2022 et avec un certain nombre de décrets d'application qui sont en train d'être finalisés, d'être tous pris pour décliner la mise en œuvre de cette loi, elle provenait d'un constat qui est que en 2019, 45% des 18-24 ans considéraient que travailler à son compte était une situation plus enviable. Donc, on a vraiment une tendance qui s'affirme avec finalement beaucoup plus de personnes qui souhaitent être indépendantes. Et on avait toujours cette dynamique donc de création d'entreprises très très favorable, mais sur laquelle le gouvernement et l'administration ont souhaité accompagner aussi la sécurisation des parcours. Donc à la fois pouvoir plus facilement changer de forme juridique et notamment passer de la micro-entreprise ou de l'auto-entreprise à une société, puisque à un moment, quand on se développe, c'est très, très, très important, mais également pouvoir proposer une meilleure protection du travailleur indépendant. Également simplifier les transmissions reprises, que ce soit d'ailleurs pour le transmetteur, pour le vendeur ou pour le repreneur, parce que c'est une autre façon aussi de reprendre une entreprise, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis également créer un cadre plus propice au rebond, c'est-à-dire que quand on a eu des difficultés, il y a un certain nombre de démarches, les liquidations judiciaires, etc. Mais ensuite, il faut pouvoir aussi rebondir. Et enfin, aussi permettre un meilleur accès à la formation des entrepreneurs individuels. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire dans les mesures phares. En retenir à travers quelques mesures phares. Là aussi, on va peut-être pas les détailler, mais je sais que vous nous avez préparé un slide, notamment ce statut unique pour l'entrepreneur individuel, et puis simplifier l'activité, du moins au démarrage des entrepreneurs. Oui, je pense qu'on peut passer au slide, exactement. Voilà, c'est ça. Bon, on va pas tout détailler, on est d'accord. Non, mais bon, voilà, c'est très important ça. Voilà. Et c'est puis très important. le patrimoine insaisissable. Voilà. Oui, justement, au moment des liquidations judiciaires, c'est très important et ça fournit aux dirigeants d'entreprise une protection personnelle beaucoup plus importante. Je pense que si cela vous convient, donc c'est vraiment les 3 mesures qu'on a souhaité mettre en avant, le statut unique pour l'entrepreneur individuel, la simplification du début d'activité notamment, et enfin cet accès facilité et renforcé à la formation pour les dirigeants de TPE.
Alors, Céline, avant de voir avec Ali Bensaïba de la CCIP Île-de-France, Paris-Île-de-France, de voir un peu les grandes étapes, si on reste un peu sur l'entrepreneuriat au féminin, donc on l'a dit, hein, 41% des créateurs sont des créatrices en 2021. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un stock de 34%, à peu près un tiers, hein, de femmes parmi ceux qui dirigent des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur leur profil et leur rémunération? On est encore en dessous, le taux de succès, vous l'avez dit, hein, à 3-5 ans. Est-ce que là aussi, sur les femmes, il est différent de celui des hommes? Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments qui nous permettent de mieux sentir, de mieux appréhender le phénomène des femmes entrepreneurs? Est-ce qu'on a des chiffres un peu plus spécifiques? Oui, des chiffres et puis aussi des freins, des typologies identifiées. Donc déjà, on a, comme vous le disiez, 34% des dirigeants d'entreprise en 2018 étaient des femmes, hors statut micro-entrepreneur. Et c'est une progression très très lente puisque en 2012, donc 6 ans avant, on était à 32%. Donc bon, on progresse, mais toujours un peu dans la stabilité. On a une typologie d'entreprise dirigée par des femmes qui présente des caractéristiques singulières. À la fois, elles sont plus petites que celles dirigées par des hommes, et puis elles sont un peu circonscrites à un nombre de secteurs limité, voire genrés. Avec généralement une faible intensité en capital, des secteurs un peu moins porteurs de croissance, qui sont un peu moins concernés, vous savez, par les dispositifs d'aide de type French Tech, etc., le numérique, l'industrie de pointe. Il y a un petit peu moins de femmes dans ces secteurs-là. Donc, on a une surreprésentation des femmes dans des secteurs de services à la personne, de santé, de social, de commerce. Phénomène qui trouve finalement son origine, vous l'avez dit un peu plus tôt, dans les choix d'orientation au moment des études et des carrières professionnelles. Alors que les femmes sont majoritaires dans l'enseignement supérieur, elles représentent 56% des étudiants d'enseignement supérieur, elles sont très largement minoritaires dans les filières dites sélectives, les classes prépa ou dans le numérique et les secteurs type scientifique, technologie, ingénierie, mathématiques. Donc, de fait, elles sont dans des activités plutôt moins rémunératrices puisqu'elles sont dans des secteurs moins rémunérateurs. Quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs et son statut juridique. Par contre, si on parle de taux de survie, il est semblable à celui des entreprises gérées par des hommes. Et par ailleurs, alors si on s'intéresse, là, ça devient un petit peu plus fin et bon, on a toujours un petit peu moins de données, mais si on s'intéresse à la rentabilité, aux résultats des entreprises dirigées par des femmes, alors là, sur des panels plutôt PME et ETI, donc des boîtes un peu plus grosses, on a plutôt des résultats économiques meilleurs que pour les entreprises dirigées par des hommes. En particulier après les levées de Ça, fonds. c'est intéressant. Ouais, ça c'est intéressant. Justement, on aura l'occasion d'en parler avec Marie-Laure Idé, qui est un peu sur la même ligne que vous, que quelque part d'ailleurs d'avoir des femmes qui créent des entreprises rassure les investisseurs. Et ça, c'est, je crois, à noter. Allez, dernière question, parce que le temps file, malheureusement. Dernière question, vous l'avez dit, il y a des biais, etc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des dispositions spécifiques aujourd'hui pour les femmes dans le cadre général de la création d'entreprise, ou est-ce qu'on on ne peut pas, au nom évidemment de la non-discrimination? Qu'est-ce qu'on peut en dire très, très rapidement, hein, Céline? Très rapidement, je pense que l'événement que vous faites aujourd'hui est bien illustratif des tendances actuelles. Il y a énormément de réseaux, de personnes, d'entreprises qui s'intéressent à la création d'entreprises portées par des femmes. Alors bien sûr, il va pas y avoir des démarches différentes pour les créatrices que pour les hommes, mais il y a vraiment des réseaux d'accompagnement, de pairs, de mentorat pour accompagner les levées de fonds, la formation aussi à l'entrepreneuriat, faire son business plan, etc. Je trouve qui se développe et on l'observe dans beaucoup de secteurs. Bon, très bien, on l'observe dans beaucoup de secteurs. Merci, ma chère Céline, d'avoir été en notre compagnie, donc directrice de projet entrepreneuriat et développement des entreprises, donc à la DGE, au ministère de l'économie, à Bercy, pour tous ces exemples concrets, qui montrent quand même qu'il y a pas mal de choses assez positives, hein, même si c'est lent.
mais il y a quand même pas mal de choses assez positives qui se dessinent donc, pour l'entrepreneuriat au féminin. Merci à vous, Céline. Vous pouvez vous déconnecter parce que je sais que vous ne pourrez pas rester avec nous pendant la session de questions-réponses à cause de votre emploi du temps. J'en profite pour dire que la session de questions-réponses est déjà ouverte et vous pouvez poser vos questions. Allez, j'appelle tout de suite Ali Bentaïba. Merci à vous. Ali, bonjour. Conseiller à la création département entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Est-ce qu'il est branché, Ali? Voilà. Oui, bonjour, vous allez bien? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci, très bien. Bon, super. Vous avez vu que je vous ai présenté comme un vieux routier aujourd'hui de la création d'entreprises. Je ne sais pas, ça fait 20 ans que vous y êtes, je ne sais pas combien d'entreprises vous avez aidé. Je sais simplement que vous en aidez toujours là actuellement dans les structures de la CCI Paris-Île-de-France, plusieurs centaines par an. Alors, vous nous avez préparé un peu les différentes étapes qu'il faut avoir aujourd'hui pour se lancer, les étapes clés d'une création d'entreprise. On va tout de suite voir le premier slide, si vous voulez bien, qui nous résume un peu les grandes lignes. Voilà, donc évidemment, la réflexion préalable, l'étude de marché, les moyens, etc. On va voir tout ça, mais évidemment, il faut savoir si on veut créer, si on veut reprendre, etc. Rapidement, d'ailleurs, qu'est-ce que vous créez reprise ou est-ce que vous faites une différence, vous? Quel est l'avantage de créer, quel est l'avantage de reprendre? Créer toujours moins onéreux, créer toujours moins cher si on veut que reprendre, et reprendre va toujours plus vite que créer. Si on peut résumer la chose comme ça. Alors, tout d'abord, un petit mot rapidement. Les chambres de commerce et d'industrie accompagnent les entrepreneurs depuis très longtemps, plus d'un siècle, et en matière de création d'entreprise, je crois savoir depuis à peu près une quarantaine d'années. Alors, on vient de très loin, on vient d'une époque, en fin des années 90, où on en créait 100 000, 150 000 par an. Aujourd'hui, c'est près d'1 million, vous l'avez souligné, donc c'est quand même pas rien, et ça mérite quand même de regarder ça de plus près, puis aussi de donner un peu plus d'encouragement, si on peut dire, en matière de création d'entreprise. Bref, je ne vais pas rentrer Allez, plus super. en détail que ça dans les stats. Alors, quand on a un projet, quand on a une idée de projet, c'est vrai que c'est intéressant déjà de faire cette petite introspection, ce qu'on pourrait appeler par exemple un bilan de compétences entrepreneuriales. Tout simplement faire le point, est-ce que mon idée est en phase avec mes compétences? C'est un peu la base. Ensuite, déjà, également, faire le point sur le secteur d'activité pour tirer une trajectoire un peu, vous savez, définir une vision en tant qu'entrepreneur, bien connaître son secteur d'activité, son métier, l'histoire de son métier et envisager l'avenir. Et autre point très rapide, c'est de se dire, a priori, quels moyens sont nécessaires comme ça, vite fait, pour réussir son projet entrepreneurial. Et puis, évidemment, en matière de compétences, je crois que seul, on va plus vite et à plusieurs, on va plus loin. Alors, comme vous me posiez la question, créer ou reprendre, c'est quoi le mieux? En fait, c'est en fonction de ce qu'on a au fond de ses poches. Créer, c'est clair que oui, effectivement, une création ex nihilo, c'est-à-dire partir de zéro, forcément, ce sera moins onéreux. Acheter une place de marché déjà existante, c'est pousser sur de la croissance rapide. Voilà, les deux se basent. Bon, il faut avoir l'opportunité, évidemment, de reprendre. Le slide suivant, si vous voulez bien, du côté de l'administration du webinaire. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir là dans la maîtrise des facteurs clés, évidemment? Tout compte. Voilà, alors voilà, ça c'est un petit rappel dans la réflexion préalable. Ce sont les facteurs clés de succès d'une entreprise, c'est courant, c'est classique, c'est d'ailleurs ce qui est scruté quand on va à la pêche, je ne sais pas si on peut dire ça, à la pêche au financement, c'est ce qui va être regardé. C'est voilà, le projet qu'on présente aujourd'hui, est-ce qu'il y a un savoir-faire, une maîtrise technique? Est-ce que l'équipe ou la personne qui le porte seule
à régler les problématiques commerciales, c'est-à-dire arrivera-t-elle à le vendre, elle, son équipe, ses associés ou ses salariés ou ses partenaires. Est-ce qu'il y a un savoir-faire de gestion? On entend par là, pas la comptabilité bien évidemment, mais de gestion, on va dire simple et commerciale, hein, savoir compter rapidement par exemple, pas de confusion entre bénéfices et chiffre d'affaires. Est-ce que l'équipe ou la personne qui est porteuse de ce projet-là a le sens, on va dire, doué de l'organisation. Voilà, Alors, c'est vraiment les facteurs clés de succès, c'est ce qui est un peu matché et c'est intéressant dans la réflexion préalable de scruter un peu ces 4 points-là. alors, on va passer au slide suivant, si vous voulez bien, avec la question essentielle hein, de l'étude de marché. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut la faire, est-ce qu'elle doit être plutôt terrain, est-ce qu'elle doit être une collection de données, hein, notamment avec le risque qu'on s'éloigne un peu du terrain. Ben, vous allez nous dire tout ça? Je vais essayer. Alors déjà, ce qu'on peut dire, moi, on me pose souvent la question, voilà, moi j'ai cette idée, j'ai fait ma petite introspection, voilà, j'ai réfléchi. Par contre là, je sais pas par quoi commencer. Enfin, on me dit, il faut que je construise un projet d'entreprise, ok, il faut que je bâtisse une entreprise, d'accord. Par quoi je dois commencer? Ben, franchement, la règle la plus simple, quand on veut délayer un peu le sujet, ben, c'est de commencer par l'offre commerciale, parce que c'est ce qui permet de tout organiser. Que ce soit un projet d'innovation ou un projet, on va dire, traditionnel d'entreprise, l'offre commerciale, c'est ce qui guidera hein, un peu la démarche. C'est vraiment par ça que, si j'avais un conseil à donner ce matin, c'est commencer par ça. Définissez votre offre commerciale, autrement dit, c'est quoi le produit. Une fois qu'on a défini le produit, ben en fait, c'est le principe du marketing, c'est la base, c'est a priori à qui ce produit, cette offre commerciale s'adresse, à qui cette offre est susceptible de s'adresser, donc autrement dit, quelles seraient les cibles. Parallèlement à ça, est-ce qu'il y en a d'autres qui proposent le même produit et qui satisferaient quelque part, même si c'est pas le même nom, la même forme, le même design, la même plateforme Internet, mais qui satisferaient quelque part le même besoin. Ça, c'est le principe de l'étude de marché. Enfin, pour aller plus loin dans l'étude de marché, c'est qu'il faudrait confirmer ou infirmer le sentiment que je viens d'avoir, c'est-à-dire à partir de ce produit et me dire que ça s'adresserait a priori à un tel, ben c'est de vérifier si ce sentiment est le bon. Alors, Oui. Ali, une petite question là sur l'étude de marché. Elle doit être sophistiquée ou elle peut être assez simple? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, je suis sûr que vous allez me dire les deux, mon général, et ça dépend un peu des situations et des projets, mais d'une façon générale, il faut prendre beaucoup de temps, il faut allouer des ressources, de l'argent, parce que certaines des études peuvent être payantes, hein, certaines informations, etc. Voilà, il faut être sophistiqué ou finalement, on peut rester dans une certaine simplicité. Déjà, la règle, c'est simplicité, pragmatisme. Ensuite, alors, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, parce que déjà, je ne suis pas Normand, et surtout que, en fait, c'est une question d'investissement et d'enjeu. Si vous investissez, par exemple, dans votre projet 500 000 € ou 1 million d'euros, bah, en fait, vous aurez plutôt intérêt à tempérer un peu le truc et à étudier bien le sujet. Je donne un exemple, hein, je vais vous implanter un ensemble commercial ou un petit commerce même hein, dans lequel vous allez vous engager sur un bail commercial. Beaucoup d'agents immobiliers maintenant vous disent, hein, c'est 3 ans ferme. Donc, c'est un gros engagement. Donc, quand vous investissez lourd, il faut plutôt regarder vraiment de très près dans le détail au microscope. Par contre, Bon. effectivement, si l'investissement est léger, on peut être simple et pragmatique. Par contre, l'étude de marché, on va peut-être pas la théoriser, mais elle va avoir un sens au moment où on va passer dans la phase commerciale. Parce que pour communiquer à des cibles, ben, c'est quand même intéressant de les connaître. Pour affiner son offre commerciale, savoir à quel prix se placer, à quel endroit se placer, quel message on va adresser, c'est quand même intéressant de connaître qui sont les consommateurs potentiels.
Alors, Ali Bentaïba, tout ce qui est moyens, ressources à allouer, finalement, identifier les moyens humains, bon, tout ça, ça coûte cher aussi, hein, donc ça veut dire qu'il faut essayer de faire attention, d'être réaliste et de savoir quelles sont finalement les alternatives et les outils qui peuvent exister quand on n'a pas trop de ressources, quoi. Exactement. Alors, il faut aussi retailler, faut savoir un peu retailler un peu son périmètre, hein, son territoire. Je ne sais pas si on peut dire. La pensée territoire, c'est quelque chose d'essentiel, hein. On a eu dans le mot introductif, hein, du président d'UPS, hein, cette vision un peu territoriale. Alors, pour UPS, on va évidemment dire que c'est une vision territoriale mondiale, mais effectivement, tailler le territoire, avoir une visibilité sur son périmètre, c'est essentiel. Après, à partir de ces éléments que je viens de décrire, tout va découler, puisque le matériel requis nécessaire par rapport à la vision qu'on porte au territoire qu'on a et aux cibles qu'on souhaite adresser, ben, il va apparaître automatiquement. Idem s'il y a un besoin locatif, idem s'il y a des partenaires, des fournisseurs, des prescripteurs possibles. Et puis, il y a un truc auquel on n'échappe pas. D'une offre, on ne peut pas y échapper, c'est le cadre réglementaire lié aux biens, aux services qu'on compte distribuer. Tout va jouer là-dessus. Et comme je viens de le dire, la stratégie commerciale, autrement dit, à quel prix je me place et comment je me fais connaître, va être essentiel. Le chiffrage, évidemment, viendra valider le reste. Ouais, il y a déjà pas mal de questions, hein, qui arrivent, hein. J'en profite pour dire que Ali sera notre compagnie, hein, en fin de session et pourra, avec les autres intervenants, y répondre. Alors, le quatrième point, c'est peut-être, là aussi, on va passer au slide suivant, si vous voulez bien, c'est le chiffrage, hein, de l'exploitation, hein. Bah, tout ce qui est le plan de financement initial, tout ce qui est plan de trésorerie, compte de résultats, etc. Bon, alors, est-ce qu'il faut maîtriser la comptabilité? Hein, ou est-ce qu'on peut aussi avoir un chiffrage de son exploitation sans maîtriser sa comptabilité, véritablement, du moins l'art de la comptabilité? Eh ben, vous allez nous dire tout ça, Ali, hein. Alors, vous dire également que c'est la bonne nouvelle, hein, du jour, hein, pour ceux qui sont fâchés en froid avec la comptabilité. On le sait, on est nombreux à être fâchés avec la comptabilité. Ça tombe bien parce que c'est un exercice de gestion et la gestion, c'est pas la compta. La compta, c'est un expert comptable qui me disait ça il y a quelque temps. Il dit, c'est vrai, moi, je ne fais qu'enregistrer les événements du passé. Et c'est une réalité, l'expert comptable ne fait qu'enregistrer les événements du passé. Le chef d'entreprise, lui, envisage les événements à venir. Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Autrement dit, on n'a pas besoin de précision à l'euro près, ou à la dizaine ou à la centaine, tout dépend, hein, sur quelle valeur on se porte, hein, évidemment, c'est relatif, mais c'est important. La gestion, c'est pas la comptabilité. Donc, ce dont on va avoir besoin pour fixer ces éléments-là, ben, en fait, c'est quoi? C'est la stratégie commerciale, c'est-à-dire à combien je me vends, si je fais du commerce, combien j'achète, combien je vends, quelle marge je dégage, la base. Et également, comment je me fais connaître, autrement dit, comment je commercialise les choses. Ça, vraiment, ça, on n'y échappera pas. Autre élément important pour faire cet exercice de gestion, c'est quels moyens, quel matériel, quel emplacement, si tenté, il y avait besoin d'un emplacement. Donc, quels vont être les moyens techniques nécessaires pour lancer cette entreprise? Et puis, dernier élément, est-ce que j'ai besoin d'une équipe? Est-ce que j'ai besoin de salariés? Est-ce que j'ai besoin de partenaires? Et une fois que j'ai réglé tout ça, je peux facilement monter le coût total du projet, ce qu'on appelle le plan de financement, hein, c'est ni plus ni moins combien coûte le projet à son premier jour, au jour de lancement, hein, le compte de résultat, autrement dit, quelle perspective je donne en termes de gains, de chiffre d'affaires et également de cette stratégie que j'ai imaginée, quels vont en être les coûts d'exploitation. Et en fait, c'est le match entre le chiffre d'affaires et les coûts d'exploitation qui nous donneront ce fameux résultat.
d'exploitation. Oui, bien sûr. Et puis, bon, bah, cette trésorerie, évidemment, c'est ce qui rentre et c'est ce qui sort, hein. On sait que le cash est roi et qu'il est le nerf de la guerre. On rappellera qu'un tiers des défaillances, hein, aujourd'hui, dans notre pays, on estime, sont dues à des manques, hein, de fonds de roulement. Et c'est absolument essentiel, bien évidemment, de maîtriser ça dans sa trésorerie. Alors là, une petite question avant qu'on passe peut-être au business plan, hein, au plan d'affaires. Une petite question. Il vaut mieux avoir une approche plutôt prudente en compte d'exploitation et puis réaliste, évidemment, sur son plan de financement. Est-ce que vous constatez des excès d'optimisme aujourd'hui, vous qui faites de la création d'entreprise, dans les états de plan de financement, de compte de résultat et de plan de trésorerie mensuel tels qu'ils sont anticipés et escomptés? Oui, alors en fait, voilà, c'est très difficile entre yin et yang de pouvoir équilibrer ça et de trouver le plus juste, hein. Mais parfois, effectivement, on peut être tenté, et c'est un exercice qui est intéressant, hein, de charger un peu, c'est-à-dire d'avoir un plan de financement qui est beaucoup trop gros, si on peut dire, par rapport aux moyens qu'on va aux ressources qu'on va y allouer. Ça, c'est vrai, c'est ce qui arrive. D'ailleurs, si je pouvais envoyer une petite pique à la jante masculine, c'est souvent ce qui caractérise les hommes. Des plans de financement très gros, très importants, alors qu'en termes de ressources, on est plutôt léger. Et Bon. de l'autre côté, on va avoir l'inverse. Les deux sont pas bons, hein. Alors le premier est tout de suite bloqué parce qu'il n'y a pas assez de ressources, mais le deuxième est un peu problématique parce que on a une tendance parfois au minimalisme et d'avoir des plans de financement. Je crois que Céline Brunel l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est un risque de défaillance parce que dans le plan de financement, il y a le besoin en fonds de roulement en plus des moyens techniques. Et souvent, le besoin en fonds de roulement est parfois sous-estimé, ce qui fait qu'on a des plans de financement. Je crois que une des causes de défaillance, c'est des plans de financement à moins de 20 000 euros. Bon, ben, bien compris. Bien compris, Ali. Allez, le dernier slide, si vous voulez bien. Le business plan, voilà, le plan d'affaires. Voilà, si on peut passer au slide suivant. Bon, bah, évidemment, c'est essentiel, hein, parce que ça permet de bien faire connaître son projet, de le médiatiser, hein, en quelque sorte, de le faire connaître, hein. C'est essentiel, ça doit être clair, ça doit être pas forcément trop fourni, mais on doit aller à l'essentiel, c'est ça? Oui, alors déjà, pour reprendre aussi une question que vous avez posée tout à l'heure par rapport à l'étude de marché, est-ce qu'elle doit être scientifiquement prouvée ou pas? Déjà, le business plan, c'est vrai que c'est pas la panacée. Maintenant, c'est sûr que c'est un document normalement qui est communicable au tiers, donc il n'y a pas trop de secrets de fabrique dedans. C'est un document qui est très important dans pas mal de cas. Notamment, par exemple, quand on recherche des fonds, on recherche de l'argent, forcément, on doit présenter les choses. Déjà, c'est la base, mais pas que. Également, par exemple, quand on veut s'implanter dans des galeries marchandes, les responsables de centres commerciaux sont très regardants sur le plan d'affaires. Quand on souhaite s'adresser à des professionnels qui pratiquent ce qu'on appelle la distribution sélective, notamment si vous voulez vendre du Christian Dior, à mon avis, vous aurez intérêt, plus que d'un chéquier, de présenter un plan d'affaires béton. Enfin bref, il y a plein d'exemples, y compris à sa femme ou à son époux, pour convaincre, ne serait-ce que dans la famille, de l'intérêt du projet professionnel. Bon. Enfin, voilà. Alors, ce qu'on y trouve, qui permet à la famille d'évaluer, ben, c'est un résumé synthétique du projet, évidemment, ben, ce qu'on va y faire, comment, pourquoi, la présentation de l'équipe, si on est seul et avec qui on compte travailler, la description générale donc du produit jusqu'au marché, les cibles et notamment la stratégie qu'on compte mettre en œuvre tout de suite, hein, et évidemment combien va coûter ce projet. Et voilà, donc si je présente ça, voilà, ça va coûter X 1000 euros. Et en face, bon, ben, on va y allouer ça et on va chercher tel type de financement complément pour que la chose soit bien équilibrée. Et très important, ça va rapporter tant.
Eh oui. Bon, eh ben, allez, on va voir le slide suivant qui simplement résume un peu que vous êtes à la disposition. Voilà, si on peut mettre le slide suivant, vous êtes à la disposition évidemment de tous ceux qui sont intéressés par la création d'entreprise. Rappelez qu'évidemment, les chambres de commerce depuis très longtemps aident énormément. Voilà, c'était le slide, c'était le numéro, voilà, le 01 55 Oui, 65 alors, 44 deux fois et le site, etc. Oh, ah, Ali, on est un peu pris par le temps. Restez avec nous parce qu'il y a des questions qui arrivent et on essaiera de pouvoir juste j'y y réponds. répondre. Juste, Arnaud, si vous Ouais. permettez, je Ouais. réponds très vite. On a plein d'outils pour faire son business plan, pour étudier les marchés, pour être accompagné, matcher la forme juridique, se poser les réflexions préalables. On a plein d'outils et de programmes d'accompagnement individuel ou collectif là-dessus. Il y a juste un petit truc. On a aussi un petit outil qu'on a envoyé il n'y a pas longtemps. Nous aussi, on est start-up. Ça s'appelle les-aide.fr. C'est pour notre ami qui fait du convoyage par drone. Dans le rural. C'est la petite question que j'ai vue dans le topic tout à l'heure. Rapidement, les-aide au pluriel.fr. Il aura un scan global, exhaustif de tout ce à quoi il peut prêter. Voilà. Bon, parfait. Allez, merci Ali. Vous nous avez bien décrit, je crois, dans le détail la progression de ces différentes étapes. Restez en notre compagnie. Je vous invite à vous donc enlever la caméra et le micro. Et dans une petite dizaine de minutes, on vous retrouvera. Merci à vous. Et je vais tout de suite appeler Marie-Laure Idé du club Alumni, les déterminés à se brancher. Voilà. Et avec Bénédicte Gori, créatrice du jardin et la recette. Voilà. Bonjour à toutes les deux pour un peu un espèce de témoignage, évidemment, sur ce qu'il est possible aujourd'hui en termes d'accompagnement et puis comment on a pu en bénéficier donc avec le témoignage de Bénédicte. Alors, Marie-Laure, très rapidement, donc responsable du club Alumni de l'association Les Déterminés. Vous êtes depuis 2021, vous avez un bon parcours évidemment dans l'entrepreneuriat et l'écosystème des startups. Et puis Bénédicte Gori, alors en reconversion professionnelle, vous expliquerez tout ça. Vous êtes une ancienne de chez LVMH et puis vous avez décidé de franchir le pas. Vous avez été aidé par Les Déterminés pour créer donc le jardin et la recette, qui est un réseau d'achat et de transformation de plantes sauvages comestibles, comme les orties par exemple, qui sont transformées dans un atelier parisien et puis donc vendus, séchés et puis vendus après. C'est très intéressant. Allez, Marie-Laure, tout de suite, Les Déterminés, vous avez préparé un slide. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme d'accompagnement gratuit à l'entrepreneuriat, où il y a toutes les clés pour entreprendre qui sont passées en revue. C'est ça, oui, très absolument. rapidement. Oui, très rapidement, mais vous l'aviez très bien introduit tout à l'heure. Effectivement, Les Déterminés ont été créés il y a 7 ans maintenant par un entrepreneur, Moussa Camara, pour des entrepreneurs. Quand il a créé sa boîte il y a une petite dizaine d'années maintenant, il s'est bien rendu compte de la difficulté pour beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de gens qui nous écoutent, j'imagine, de la solitude, de la difficulté d'accès à certains réseaux, écosystèmes, à certains financements, à certains accès en fait qui sont indispensables dans la création d'entreprises. Et c'est comme ça que Les Déterminés se sont lancés en 2015. Maintenant, voilà 7 ans. Donc, c'est un programme de formation qui est très intensif, qui dure 6 mois. 6 mois pendant lesquels on va accompagner et former de jeunes entrepreneurs pour leur donner vraiment toutes les cartes pour pouvoir se développer, pour pouvoir lancer leur projet, éviter tous les écueils et essayer de contredire un petit peu les stades d'échec de l'INSEE. Ouais, et puis ça va jusqu'au accompagnement, réseau, mentorat après éventuellement. Donc, quand on accompagne l'entreprise qui s'est créée, bon, on voit quelques chiffres très, très intéressants, tout ce que vous avez pu faire. Alors, Bénédicte, vous avez pu bénéficier, vous, du programme des Déterminés. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en retenez? Ouais, il y a un intervenant qui le disait au démarrage, il faut absolument se faire accompagner très tôt. Moi, j'ai quand même 15 ans d'expérience en entreprise et pour autant, j'avais besoin de ces clés en fait de l'entrepreneur. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et donc, avoir les gros éléments clés de ce parcours entrepreneurial le plus tôt possible, c'est très important. Et effectivement, moi, j'ai bénéficié de ce programme dans les premiers mois de création d'entreprise, même avant que l'entreprise soit enregistrée, et ça a été vraiment une grande aide. Ouais, et c'est intéressant parce que vous le disiez, ancienne de chez LVMH, donc dans le luxe, et puis vous en avez eu marre. Vous étiez dans la gestion de projets innovants et de gestion d'opérations de supply chain, et puis vous avez franchi le pas. On peut naître cadre en quelque sorte, ou du moins on l'acquiert à travers ses études, etc., les responsabilités d'un point de vue collectif. Et puis, mais par contre, on n'est pas pour être un entrepreneur individuel parce que là, tout est à faire. Et donc, d'où cet accompagnement. Alors, Marie-Laure, vous nous avez préparé un petit slide, je crois, avec trois grands tuyaux que vous avez identifiés.
donner toutes ses chances dans l'entrepreneuriat. Voilà, si on peut avoir le slide suivant. Allons-y pour le premier, donc l'innovation. Et puis après, chaque fois, Bénédicte pourra réagir. L'innovation, voilà, il faut toujours être dans le feeling, hein, bien sentir les choses, bien sentir où est-ce qu'on est, ce qu'on veut, et avoir une longueur d'avance en quelque sorte et ne pas hésiter à se lancer, quoi, hein. Oui, c'est une bonne façon de dire les choses. Effectivement, c'est des tips où, au fur et à mesure de notre vie, notre expérience auprès d'entrepreneurs, on s'est rendu compte que ceux qui marchaient le mieux, en fait, étaient ceux qui avaient une raison d'être, en fait, dont la boîte avait un véritable mantra. L'idée étant de se dire que, bien sûr, vous créez une entreprise pour faire de l'argent, mais on se rend compte que les entreprises qui se lancent parce qu'elles ont un véritable objectif, un objectif de vie, un objectif de révolutionner en général un peu le monde, leur écosystème, eh bien, elles marchent mieux et en plus, elles font de l'argent. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une raison d'être. Je vous donne un exemple. Google, la raison d'être, c'est de démocratiser l'accès à l'information et l'accès à Internet. Apple, leur raison d'être initiale était de démocratiser l'accès à l'informatique. Initial. Initial, c'est pour ça que je le précise. Ouais. Bon, alors, ce qu'il faut, c'est c'est vraiment pas d'avoir une hésiter. raison d'être. Ouais. C'est pas hésiter, même si on pense qu'on n'est pas parfait, etc., ne pas hésiter à se lancer, hein. On a réussi à se différencier, on pense qu'on est sur une niche, ne pas attendre d'être parfait. Surtout pas, ne surtout pas attendre d'être parfait, parce que si vous attendez d'être parfait, vous ne vous lancerez jamais. 100% des entrepreneurs vous le diront, et avec beaucoup de sérénité. Première version du produit ou du service qu'ils ont imaginé, eh bien, il n'était pas parfait et c'est normal. Du moment que vous n'êtes pas dans une biotech, ce n'est pas bien grave. C'est tout à fait pertinent de lancer une activité, d'en parler très tôt, très rapidement, pour valider son marché, pour s'assurer que ça a du sens, plutôt que d'attendre le dernier moment un produit parfait qui n'arrivera jamais. Ouais. Et alors, Bénédicte, vous, par exemple, donc le jardin et la recette, hein, ce réseau d'achat, hein, donc entre des gens qui ont des potagers, par exemple, hein, et puis des gens qui veulent acheter des produits sains, etc., et de transformation de plantes sauvages comestibles, hein. Vraiment, vous êtes mis sur une niche, vous, hein. Ce sont des vieilles plantes, mais qui sont comestibles et qu'on peut sécher et qu'on peut donc expédier. Évidemment, c'est le sujet de la logistique. Bon, ben ça, c'est un autre sujet, mais il faut avoir tout ça en tête, hein, pour que tout son business plan soit parfait et que tout soit crédible. Bon, ben voilà, voilà, on a identifié, on sait qu'on peut innover, qu'on a quelque chose, qu'on a une niche et qu'on peut se lancer. C'était ça aussi pour vous? Oui. Après, je vais rebondir sur ce que disait Marie-Laure au niveau de la raison d'être. On a tous une bonne raison, voilà, de se dire je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me lance. Moi, ce que je trouve important, c'est de la formaliser, d'être hyper aligné avec cette raison d'être, de se l'écrire quelque part, et ça donne une espèce de boussole qui fait que, en fait, sur son chemin, on va rencontrer plein d'opportunités, on rencontre plein de gens qui ont plein d'avis très intéressants, hein, qui vont nous inspirer, qui vont nous faire micro-pivoter. Et cette raison d'être, elle permet en fait vraiment de garder le cap. Moi, un micro-exemple, si vous voulez, donc on fait des produits effectivement hyper responsables. On veut être vraiment très, très propre sur ce qu'on fait en termes d'appro, de comment on le fait et de comment on le distribue. Et pas plus tard que la semaine dernière, une banque me dit « mais moi, je vous finance si vous baissez vos coûts de 30%. » Et du coup, je lui dis « ok, mais ça veut dire que j'approvisionne mon sarrasin en Chine et que je vais des packaging en plastique. » Et ben en fait, c'est là qu'il faut peut-être pas tomber dans le piège et se rappeler sa raison d'être, pourquoi on fait les choses. Et en fait, non, j'ai pas été sur ce partenaire bancaire-là. Ça me fait des difficultés supplémentaires, faut en trouver d'autres, mais c'est fidèle à ce que je porte. Et au niveau de les tips d'innovation, effectivement, se lancer très vite, parce que quoi qu'il arrive, on fera des conneries. Et autant les faire le plus tôt possible, parce que c'est là qu'il y a le moins d'impact négatif par rapport à, voilà, on a 5 clients, c'est pas très grave, faut se lancer vite, tester. Alors, Marie-Laure, la deuxième idée, évidemment, c'est savoir construire une équipe, évidemment, que ce soit une équipe interne avec un conseil, un board, hein, ou externe, évidemment. Bon, il faut avoir ça bien en tête tout de suite, hein. Oui, dès le démarrage, Ali Bentaïbal en parlait très bien, c'est indispensable de savoir s'entourer. Vous avez 4 types de profils qui vont pouvoir vous accompagner dans votre vie d'entreprise. Soit un associé qui rentre au capital avec vous et qui partage les risques, soit des collaborateurs, donc là qu'il faut bien rémunérer, donc ça demande des sous, soit des conseillers ou des membres du board qui sont souvent des experts de votre secteur d'activité et qui peuvent vous accompagner ou bénévolement ou financièrement, et également tout l'écosystème. Moi, je vous invite dès le démarrage, et dès le BP, ça se met en place, à identifier les compétences qui sont indispensables, qu'elles soient structurelles ou en termes de secteur d'activité, pour pouvoir vous entourer d'un maximum de monde. N'ayez pas peur de parler de votre business dès le démarrage. Rassurez-vous, si votre idée est bonne, on ne pourra pas la piquer en 3 minutes de pitch. Alors, Bénédicte, le jardin et la recette, si votre idée est bonne, bon, ben, évidemment, il faut savoir s'entourer. Vous, par exemple, vous avez des co-actionnaires, vous avez ouvert votre capital. Ouais, j'ai commencé seule, et c'est sur le chemin que j'ai rencontré une associée. J'ai d'abord cherché une associée que je n'ai pas trouvée.
Et c'est vraiment en me laissant porter par les personnes qui m'entouraient que j'ai trouvé cet associé un peu par hasard, finalement. Ça, c'est devenu comme une évidence. Tout le monde ne trouve pas son associé. Il vaut mieux quand même être seul que mal accompagné, côté associé. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment un bon mariage d'associés. Par contre, il ne faut pas rester tout seul. C'est-à-dire que c'est hyper important d'être entouré. Comme le disait Marie-Laure, il y a plusieurs types de profils. C'est énormément d'énergie, en fait. Et ce qui est sûr, c'est que quand on entreprend, on met des genoux à terre. C'est dur. Enfin, c'est hyper dur. Il y a des hauts et il y a pas mal de bas. Et c'est que ces relations qu'on a tissées, que ce soit effectivement du board, mais aussi des amis, des personnes qui nous conseillent, qui vont nous donner cette énergie pour continuer. Et sur la partie juste recrutement, c'est pas facile effectivement de passer le pas, mais rien que de prendre 1 ou 2 stagiaires qui effectivement sont pas énormes comme budget, ça permet de se mettre dans la posture de j'entreprends, je suis un chef d'entreprise. C'est assez intéressant. Le jour où on se dit je prends un stagiaire, eh ben en fait on a déjà passé une étape, même si c'est un stagiaire de 2 mois. Ouais. Alors le troisième tuyau, le tips, là, j'aime bien votre expression là, pour valider un marché en quelque sorte. Bon ben le juge de paix, ben, c'est évidemment l'utilisateur, le succès, etc. C'est lui qui va décider véritablement de la valorisation du produit. Bon, faut avoir tout ça en tête évidemment. Et qu'est-ce que vous appelez par pivot? C'est la danse des startups, effectivement. C'est un problème que beaucoup d'entrepreneurs ont connu. En général, quand on se lance, on a une idée très, très précise de qui va être notre utilisateur, comment est-ce qu'il va utiliser notre produit, notre service, et quelle est la valeur ajoutée qu'il va en retirer. Évidemment, souvent, ça plante. L'utilisateur utilise des choses de manière complètement différente de ce qu'on avait imaginé. Des utilisateurs qu'on n'avait pas anticipés s'invitent dans la danse et au final, on se retrouve à faire quelque chose de différent. Ce qu'on essaye de dire, c'est effectivement, c'est tout à fait classique et on ne peut plus banal, en fait, pour une jeune startup de pivoter un petit peu dans son activité pour s'adapter à la demande de ses utilisateurs. Vous imaginez des chaussures et les mettre sur la tête, et en fait, vous êtes devenu un chapelier et non plus un cordonnier. Et en fait, c'est au marché de juger. Elle est belle et donc pivot, ben c'est un peu agile quoi, en permanence, hein, évidemment. Et on retrouve tout ce que c'est un peu ça synthétise tout ce que vous avez dit. Hein. Innover, se lancer, avoir une équipe en interne ou en externe, validée par le marché, etc. Puis surtout adapter. Vous vous êtes adapté, vous, avant qu'on passe aux questions-réponses, qu'il y a pas mal de questions qui nous sont arrivées, notamment sur la problématique des femmes en entreprise qui nous sont arrivées. Alors, vous avez dû vous adapter aussi, Bénédicte, vous avez revu un peu Oui, on a changé de type de produit, on a changé de plante, on a changé de pas mal de choses. En fait, ce que je veux souligner, c'est que généralement, les pivots se font un peu tout seuls. La seule chose qui est importante côté entrepreneur, c'est de se dire, je les acte. Effectivement, ça se fait tout seul que le client il mette ses chaussures sur la tête. Par contre, c'est une démarche du patron d'entreprise de dire, je ne suis plus un bottier, je suis un chapelier. Et effectivement, se dire, OK, je fais un arrêt, je constate le passé, ça se passe comme ça, alors j'acte que je pivote. C'est là que vraiment on dit j'ai pivoté, mais en fait ça s'est fait tout seul. Alors, tiens, on va passer aux questions-réponses parce qu'il y a pas mal de questions qui vous concernent beaucoup toutes les deux, mais aussi Ali Bentaïba, si vous voulez vous rebrancher du côté de la CCI Paris-Île-de-France, donc vous au département entrepreneuriat. Alors, par exemple, j'ai une première question pour vous, hein, si on reste avec vous, Bénédicte. Je ne sais pas comment allier le rôle de mère à celui d'entrepreneur, parce que quand je vous avais eu au téléphone, vous m'avez dit, mais attention, moi, il faut aussi que je gère le foyer habité, hein, en quelque sorte, c'est pas évident. Et une autre personne dit, mais est-ce qu'on peut entreprendre à mi-temps? Alors, c'est pas évident quand même d'entreprendre à mi-temps parce que le résultat est peut-être à mi-temps aussi. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Alors, ça dépend si c'est un mi-temps effectivement coupé avec sa famille ou si c'est un vrai mi-temps avec une activité à côté, parce que ça veut dire que c'est un mi-temps d'entreprise, un mi-temps de salarié et un mi-temps de maman. Donc, c'est là ça commence à être compliqué. Il y a un vrai intérêt à entreprendre quand on est maman, c'est qu'on arrive beaucoup mieux à gérer son temps. Et je passe du temps de qualité avec mes enfants alors que je ne le passais pas quand j'étais en activité. Donc, c'est pas du tout incompatible. En revanche, il faut être hyper organisé et accepter que moi, par exemple, mon 18h30, 20h30, il n'est pas entrepreneur, il est maman. Et par contre, de 20h30 à minuit et demi, 1h30, 2h30, je redeviens entrepreneur. C'est-à-dire que j'adapte mon temps et c'est pas très grave de faire les vases communicants comme ça. Il faut être un peu organisé. Ouais. Marie-Laure, une question d'un internaute. Le profil des femmes dans vos promotions, donc au déterminé, et puis dans quel secteur d'activité elles se lancent? Est-ce qu'elles sont quand même dans des secteurs un peu ambitieux ou est-ce que, comme le rappelait Cécile de la DGE à Bercy, souvent elles sont dans des métiers moins valorisants et moins valorisés? Qu'est-ce que vous constatez, vous? Alors, tout dépend de ce qu'on appellera moins valorisant et valorisé. Effectivement, chez nous, on a la chance, on a près de 65% de nos entrepreneurs qui sont des entrepreneurs heureux.
C'est dû à quoi? C'est dû certainement au fait que nos programmes aussi sont gratuits. On sait que les femmes ont un peu moins de fonds propres et tout secteur d'activité possible et imaginable. Effectivement, on remarque un peu moins de femmes dans la tech pure, dure. Les ingénieurs chez nous sont rarement des femmes. Et ça, là, pour le coup, on suit les stats assez classiques. On va avoir des profils nous, ultra variés qui passent de juste niveau bac à bac plus 8, tout profil possible et imaginable. Et au contraire, en fait, elles vont évoluer vraiment dans tous les secteurs d'activité. Un peu moins des secteurs tech qu'on repère un peu moins dans la Startup Nation, qui font moins de SaaS, mais malgré tout, qui sont dans des secteurs ultra variés. Ce qu'on remarque en revanche, c'est qu'elles ont peut-être plus toutes en tête une vision un peu plus positive du monde et envie d'apporter quelque chose un peu plus propre, un peu plus orienté dans l'ESS, dirais-je. Ouais. Et c'est ce qu'on disait, elles ont tendance à rassurer les investisseurs, hein, finalement. Ça, c'est Absolument. intéressant. Ouais, ça, c'est très intéressant et ça vient pas spontanément à l'esprit et c'est très intéressant. Mon cher Ali, qu'est-ce que vous faites, vous, à la Chambre pour les femmes plus spécifiquement? Bon, bah, évidemment, on peut pas être discriminant, hein, comme le rappelait Céline à la DGE à Bercy, hein, évidemment, au risque de favoriser une catégorie sur une autre, etc. Mais vous, par exemple, là, il y a un auditeur qui me dit, qu'est-ce que vous faites à la CCI concrètement pour les femmes entrepreneurs? Alors déjà, on est très vigilant sur l'accueil et on accorde une vigilance particulière à l'accueil des publics féminins qui souhaitent entreprendre. Ça, d'ailleurs, c'est même dans la feuille de route de notre partenaire région Île-de-France, hein, en termes d'équilibre des porteurs de projets, c'est-à-dire qu'en gros, on ne doit pas retrouver 70-30, ce fameux 70-30 qui nous colle à la peau depuis des décennies. Donc ça, c'est déjà une vigilance particulière là-dessus. On lance là prochainement un plateau, donc un groupe d'entrepreneurs. Hein, c'est un peu de la formation action. Hein, donc un plateau Boost Entrepreneur. Voilà, c'est dans le nom. Hein, c'est spécialement dédié aux femmes pour qu'elles puissent se rencontrer, échanger. Avancer sur des problématiques communes que sur les éléments qu'on évoquait tout à l'heure, hein, le commerce, la gestion, les relations avec les tiers, etc., etc. Donc ça, on fait aussi pas mal d'événementiels. Hein. Alors, il y en a un qui a lieu prochainement, c'est le 29 juin d'ailleurs. Hein, je le dis à toutes. Si elles sont sur la région parisienne et notamment à Paris, de venir aux 2 places de la Bourse hein, en fin d'après-midi, puisque c'est une conférence dédiée à l'entrepreneuriat féminin. Voilà, donc on fait plein de choses et on essaie surtout de les rassurer, de leur permettre de lancer, quand c'est de la technologie ou des services, de leur MVP. En gros, on fait en sorte que ce soit fait dans de bonnes conditions et on flèche aussi l'accès pour que le truc au fond, au financement type garantie. Bien sûr. Alors, j'ai retrouvé la question, mais vous y répondrez peut-être un peu plus tard. Hein, les fameuses aides financières pour la livraison médicale par drone dans les zones rurales. Ben, il y a quelqu'un qui s'intéresse. Ben, vous pourrez y répondre un peu plus spécifiquement. On va bientôt conclure, mais juste avant, bon, j'ai une question. Bon, on l'a dit, ça. Hein, quelles sont les qualités nécessaires pour entreprendre? Bon, je crois là-dessus, on l'a pas mal dit. De la persévérance, peut-être avant toute chose, et puis évidemment, quand même un peu d'intelligence et de motivation. Est-ce qu'on est plus libre pour être, quand on est entrepreneur, c'est ce que m'écrit un internaute. Mais finalement, tiens, Bénédicte, on repart avec vous parce que vous étiez chez LVMH, vous aviez la considération, vous aviez la connaissance, vous aviez un beau salaire, etc., des responsabilités. Vous êtes plus libre aujourd'hui que chez LVMH ou ailleurs, hein, je ne cite pas LVMH. Oui, on est clairement plus libre de ses actes et de ses choix. Après, faut quand même réaliser qu'il y a des choses obligatoires et des journées d'administratif. Voilà, il y a quand même des incontournables où on sait qu'on va avoir des choses à faire. Si on ne les fait pas, c'est sa propre responsabilité. C'est-à-dire que la carotte et le coup de pied aux fesses, c'est nous qui nous le mettons nous-mêmes, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un au-dessus. Donc, on donne le rythme qu'on veut à son entreprise et ça, effectivement, on en est libre.
Ouais. Et Marie-Laure, est-ce qu'on est plus libre? Parce que, bon, Bénédicte, vous ne m'en voudrez pas si je dis que vous aviez une carrière toute identifiée, etc. Vous étiez plutôt du bon côté moi, j'avais un de la job de barrière. rêve. Hein. J'avais un job de Vous étiez rêve. plutôt du bon côté de la barrière. Marie-Laure, est-ce qu'on est plus libre quand on est d'un milieu modeste, qu'on part avec aucun avantage, en quelque sorte, et qu'on se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, plutôt que d'avoir une carrière de galère, entre guillemets? Là, évidemment, on est aussi beaucoup plus libre, mais c'est très, très difficile, hein, quand évidemment, on part de zéro ou presque. Ouais, je suis d'accord. J'aurais tendance à dire que c'est un peu plus riche. On disait beaucoup, alors ça s'améliore maintenant et avec les aides notamment, mais que l'entrepreneuriat, effectivement, c'est quand même un sport de riche. Donc, si on arrive déjà avec un capital, un réseau et une bonne connaissance de l'écosystème dans lequel on se lance, il faut reconnaître que ça nous évite quand même quelques écueils. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de liberté. En revanche, on a peut-être moins à perdre quand on part avec pas grand-chose et des besoins d'aller beaucoup plus vite, puisque comme on n'a pas de capital qui nous attend à la maison, il va bien falloir trouver une solution pour payer le loyer à la fin du mois. Bon, et si je peux me permettre, en fait, dans tous les cas, qu'on ait une activité ou qu'on n'en ait pas, il faut avoir la dalle. Et c'est vrai qu'on a généralement plus la dalle quand on a finalement quand on n'a pas grand chose à perdre, voilà, on y va quoi. Alors que partir, enfin moi j'ai des collègues qui m'ont regardé avec des yeux bizarres quand j'ai dit que je partais pour faire ça et certainement avoir 5 ans sans salaire. Donc il faut surtout avoir la dalle pour entreprendre. Bon, j'espère qu'on aura moins la dalle quand on aura commandé vos plantes desséchées. Il paraît que c'est assez génial. Il faut que je regarde sur votre c'est assez site. génial. Oui, pour ceux qui veulent à Paris. Et ce sont donc des plantes déshydratées, hein, en quelque sorte, qui sont donc triées, séchées, etc. Et donc envoyées par messagerie. Et c'est assez génial et ça met vraiment en rapport tous ces nouveaux cultivateurs, le retour à la terre. Hein, ça peut être des urbains, etc. aussi dans les potagers. Hein, et puis, évidemment, une demande aujourd'hui d'une clientèle qui veut se nourrir différemment. Merci à toutes les deux. Merci, mon cher Ali. Merci et dans 20 ans, vous reviendrez encore tellement vous êtes passionné par le sujet de la création d'entreprise à la CCI Paris-Île-de-France. Les questions qui continuent d'arriver, on va vous les envoyer en individuel pour celles qui nécessitent une réponse. Je voudrais juste dire qu'il y aura un replay qui sera possible, évidemment, sur la chaîne YouTube. Il y a une chaîne spéciale de YouTube du Women Exporters Program du PS, qui est mise en place. Le prochain événement, ce sera le 5 juillet à 11h, toujours à 11h, avec la conférencière Chiara Condi, qui est une spécialiste du leadership au féminin et qui nous parlera du sujet des barrières aujourd'hui que rencontrent les femmes pour entreprendre en France. On a un peu dévoilé le sujet, mais elle ira plus loin dans la thématique. Et puis, quels sont les programmes et les dispositifs qui existent pour pour dépasser ce fameux plafond, ce plafond de verre à tous les égards. Vous nous avez déjà donné quelques éléments. Je pense que ce sera bien de transformer l'essai et d'aller encore plus loin sur ce sujet pour augmenter la part des femmes et arriver à ce fameux 50% de la part des femmes dans les créateurs d'entreprises. Voilà, merci à vous tous. Merci à toutes les équipes du PS, évidemment, pour la perfection de ce webinaire, notamment Awa et ainsi que Manuela et toutes les équipes du PS. Merci à Rob d'avoir été en notre compagnie, donc le PDG du PS France. Et puis à très bientôt, bonne continuation et surtout bonne chance à vous tous et à toutes celles qui nous ont écoutés et qui voudraient évidemment se lancer. C'est maintenant. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.